Dans l'actualité du 13h15, la fête nationale se poursuit à Dori. Entre conférence et inauguration, la réflexion autour du thème de l'accès équitable à l'eau et la cohésion sociale dans le Sahel. Un panel est organisé ce 10 décembre 2013 à Dori même. On en parle dans cette édition avec le ministre en charge de l'eau. Bonjour Madame le ministre et merci de répondre à notre invitation. Et puis autre titre dans cette édition, à l'OMC, un accord historique sur les échanges et l'agriculture. Environ 20 millions d'emplois seront créés dans les pays en développement. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et toutes nos excuses pour ces incidents techniques au démarrage de ce journal. Le civisme est une valeur à mal en point au pays des hommes intègres. Pour le promouvoir, le Comité national d'organisation des festivités du 11 décembre a fait le choix des conférences publiques à Dori. Rabanki Zida, journaliste, et Dr Draman Konaté ont retracé l'histoire de l'incivisme au Burkina et les causes de son amplification. L'injustice, l'impunité et la répartition inéquitable des richesses entraînent des frustrations qui, à leur tour, conduisent aux actes inciviques. Pour que le civisme et la cohésion sociale conduisent au développement durable au Burkina, les conférenciers ont proposé le recours à l'éducation avec la famille comme actrice principale. Oswald Gaëtan Segda. Du civisme, on en parle encore et toujours à Dori, comme l'indique le thème du 11 décembre 2013. Le comportement des Burkinabés est en passe d'être en contradiction avec le slogan qui désigne le Burkina Faso comme le pays des hommes intègres. En effet, le civisme, perçu comme le respect par le citoyen des règles et valeurs cardinales établies dans les sociétés, n'est plus la chose la mieux partagée par nos concitoyens ces dernières années. En lieu et place, se développe de jour en jour un incivisme grandissant en ville tout comme en campagne, au vu et au-dessus de l'administration et des administrés. Le décor ainsi planté, on va chercher les causes chez les jeunes, catégorie la plus incriminée. Nonobstant la baisse de la tension sociale, une nouvelle génération aura émergé, portant en elle les germes de la révolte et de l'incivisme, savamment entretenus par le sentiment d'injustice dont elle est l'objet en tant que laissée pour compte. Surtout, la corruption et l'impunité ébranlent sérieusement les convictions de cette jeunesse en proie à des lendemains incertains. Voyant son avenir pris en otage par un système éducatif aux résultats plus que mitigés, un taux de croissance qui ne profite pas aux plus démunis, une politique de l'emploi pour le moment fragmentaire. À cela s'ajoute l'incivisme fiscal doublé de corruption et les enrichissements illicites, principaux détonateurs de la frustration. Pour éviter une gangrène, il faut donc attaquer le mal à la source. L'éducation civique, même enseignée à l'école, ne peut à elle seule développer le sens de la responsabilité chez l'apprenant. La famille est par conséquent interpellée pour prendre en charge la formation du caractère, de la personnalité et de la responsabilité chez l'enfant. De là naîtront probablement les comportements exemplaires et la cohésion sociale pour un développement durable tant chanté. Je vous le disais en titre, entre conférence et inauguration, un temps pour la réflexion avec un panel organisé le 10 décembre prochain sur l'accès équitable à l'eau et comme facteur de cohésion sociale. Bonjour Madame le ministre en charge de l'eau et merci de répondre une fois de plus à notre invitation. Et je le disais, le panel va porter sur l'eau dans le Sahel. Et aujourd'hui, quelle est la situation dans le Sahel de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement? Merci, Monsieur Kindo. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire merci vraiment à la RTB pour cette opportunité qu'elle nous offre de pouvoir parler un tant soit peu de la problématique eau et surtout dans le Sahel. C'est vrai que nous avons voulu organiser ce panel, c'est pour accompagner les festivités du 11 décembre. Pour revenir sur la question de la situation au Sahel en matière d'accès à l'eau potable, il faut dire qu'au Sahel, nous avons plusieurs usages de l'eau. Il y a d'abord l'accès à l'eau potable pour les populations. Il y a l'eau pour l'usage pastoral. Vous savez que le Sahel est une zone à haute intensité d'élevage, donc le problème d'eau se pose. Il y a aussi l'eau pour l'usage agricole.
sans oublier l'eau pour les autres usages domestiques, mais surtout l'eau pour l'usage industriel, parce que nous avons des sites aurifères au niveau des mines au niveau de cette région, et nous avons aussi des sites d'orpaillage. Donc voilà un peu tous ces usages de l'eau qui sont faits au niveau du Sahel, et justement nous voulons parler de cela au cours de ce panel. Justement, le 10 décembre se tient un panel sur la question. Et pourquoi une telle initiative? Bon, l'initiative, c'est venu même du fait du thème même des festivités du 11 décembre, qui parle de cohésion sociale, fondement d'un développement durable. Et parce que nous avons vu à travers ce thème que ça cadre avec une de nos préoccupations en matière de gestion intégrée des ressources en eau, où il faut vraiment une cohésion sociale pour pouvoir arriver à cette gestion intégrée-là. Donc c'est pour cela que nous avons voulu organiser ce panel nous profitons de ce micro vraiment pour dire merci à Casting Communication qui a été vraiment le leitmotiv dans l'organisation de ce panel. Oui, il y a également les compétitions autour de l'accès à l'eau, les usages de l'eau dont vous avez cité. Certainement, ce serait l'occasion d'en parler autour du thème accès équitable à l'eau et cohésion sociale. Justement, parce que j'ai parlé tantôt de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est un programme géré par un secrétariat permanent qui est en cours depuis 2003. Ce programme-là, dans ce programme, nous prônons vraiment la cohésion sociale pour un usage équitable de l'eau. C'est pour cela, dans ces principes, nous mettons l'accent sur le fait que l'eau est une ressource qu'il faut préserver. L'eau est une ressource dont tout le monde doit avoir accès, et aussi, et en particulier, les femmes. Les femmes ont un grand rôle à jouer dans cette gestion intégrée des ressources en eau. Donc ce panel vraiment cadre avec les principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Quand nous prenons l'exemple d'un barrage, au niveau du barrage, quelle que soit sa vocation, tout le monde est tenté d'aller puiser l'eau, que ce soit pour les usages pastoraux, que ce soit pour l'usage agricole, que ce soit même, il y en a qui boivent même l'eau du barrage. Donc tout cela-là, tous ces usagers, il y a une sorte de frottement entre eux. Ça peut amener des conflits, ça peut amener un manque de cohésion. Donc nous voulons attirer l'attention des uns et des autres, en tout cas à travers cela, ce panel-là, rappeler les principes de l'AGIR pour dire que tous les acteurs doivent se donner la main dans la main pour qu'on arrive à une gestion intégrée des ressources en eau. Et c'est pour cela, pour l'AGIR, la région du Sahel est couverte par ce qu'on appelle l'agence de bassin du Liptako. Et cette agence-là, qui est chargée de promouvoir vraiment la gestion intégrée des ressources en eau dans ce bassin, est organisée à travers un comité de bassin, à travers un conseil d'administration, à travers des comités locaux de l'eau surtout. Ce sont ces acteurs locaux-là, au niveau des villages, au niveau dans l'étendue de tout le sous-bassin, qui sont chargés de veiller à ce que tout le monde ait accès à l'eau et de façon équitable. Donc d'où vraiment nous avons vu l'imbrication entre le thème général du 11 décembre par rapport à nos principes de gestion intégrée des ressources en eau. Donc c'est un peu ce qui nous a incité à vouloir organiser ce panel pour donner plus encore de visibilité et de compréhension aux uns et aux autres par rapport à notre approche gestion intégrée des ressources en eau. L'eau, source de vie, pour qu'il ne soit pas source de conflit. Oui. La commune de Dori est citée en exemple aujourd'hui en matière d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, madame? C'est vrai, quand nous considérons la commune de Dori, nous voyons que depuis les années 2007, cette commune, en tout cas, l'accès à l'eau potable a beaucoup évolué. Et cela s'explique. Il y a le barrage de Yakuta qui approvisionne la ville de Dori en eau. Il y a 3 forages et il y a 2 châteaux d'eau qui desservent la ville. En tout cas, en matière d'eau potable, pour ce qui concerne la ville de Dori, nous pouvons dire que le taux d'accès avoisine les 100%. Et c'est vraiment un exemple pour cette commune. Et au passage, je vraiment présente mes félicitations à monsieur le maire de la commune qui a fait de l'accès à l'eau potable vraiment
un programme prioritaire dans son programme communal de développement et à travers la coopération décentralisée, à travers les partenaires techniques et financiers qui ont voulu accompagner l'engagement de l'État justement à travers le programme national d'approvisionnement en eau potable qui se déroule dans toutes les régions pour vraiment promouvoir l'accès à l'eau potable. Et cet exemple de Dori, de la commune de Dori, est vraiment à partager. Et nous voulons en tout cas profiter, inviter les autres communes à prendre l'exemple. Si la région du Sahel, qui est vraiment une région sèche que tout le monde connaît, arrive à travers la ville de Dori à donner un accès à l'eau potable à toute la population, ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. C'est faisable et nos objectifs pour atteindre vraiment un taux avoisinant les 89% en 2015 d'accès à l'eau potable et 75% d'accès à l'assainissement peut être réalisé pour peu que les autres communes s'engagent comme le maire, le responsable de la commune de Dori. Et je dirais que c'est vrai, le monsieur le maire de la commune de Dori a participé à beaucoup de cadres où il était question de gestion de l'eau. Il a été dans le partenariat global mondial pour l'eau, partenariat ouest africain pour l'eau et même, je crois, au partenariat au niveau du Burkina Faso. Donc, je pense que tout cela lui a permis d'avoir, en tout cas, des partenariats avec des structures, des partenaires techniques et financiers. Et j'invite les autres communes à faire autant à travers les associations des municipalités, à travers les associations même des régions. On peut trouver des partenaires qui peuvent accompagner, en tout cas, parce qu'il existe le programme national d'approvisionnement en eau potable qui est financé par des acteurs, mais si à travers d'autres partenariats, ça peut contribuer en tout cas à booster cette eau qu'on veut en tout cas atteindre en 2015 et puis peut-être au-delà. Oui, pour terminer, madame, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre département au sortir de ces réflexions autour de l'accès équitable de l'eau dans le Sahel, notamment à Dori? Oui, au sortir de ce panel, comme j'ai dit, c'est une tribune pour nous, ce panel-là, de pouvoir dire encore les priorités de notre département d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et ça sera une tribune pour mieux sensibiliser les usagers sur les enjeux. Parce que je me dis que la presse sera là pour relayer. Et au passage, je remercie vraiment les médias qui sont en tout cas pour nous des relayeurs des résultats que nous avons, des acquis que nous avons à travers les populations. Et avec ces médias, je pense que tout ce qui sera dit là-bas comme enjeu et comme action à mener pourront être transférés au niveau des communautés à travers les médias, à travers la presse. Ce que nous attendons aussi, c'est de pouvoir capitaliser toutes les initiatives entreprises par la commune de Dori. Comme je disais, il a participé à des cadres tels que le partenariat global de l'eau, mais sûrement avec l'exemple qu'il va nous donner, on pourra capitaliser ça pour essayer de les restituer auprès d'autres communes et les inciter. Je dirais qu'au passage, c'est vrai que la commune de Dori a un fort taux d'accès à l'eau potable, mais une autre commune voisine qui s'approche de Dori en matière d'eau potable et d'assainissement, c'est la commune de Houndé. La commune de Houndé aussi se bat bien, vraiment avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à les accompagner. Et on voit vraiment leur disponibilité, leur disposition à pouvoir être accompagnés. Donc si toutes les autres communes prennent cette initiative, prennent cet élan-là, nous pouvons atteindre nos objectifs. Donc, grosso modo, au sortir de ce panel, nous pourrons voir la situation réelle des ressources en eau au niveau de la région du Sahel, puisqu'il y a un communicateur qui va être chargé de parler rien que de ça. L'accès à l'eau dans le Sahel en général, on pourra avoir les informations là-dessus, et aussi l'accès à l'eau et cohésion sociale. Comment faire pour que tout le monde ait accès à l'eau étant dans la cohésion sociale. On pourra avoir une présentation et des idées, des stratégies vont sortir que nous allons vraiment capitaliser pour les déployer dans d'autres communes. Et l'exemple vraiment réussi de la commune de Dori, qui sera présenté par le maire lui-même, nous donnera des tactiques, des stratégies que nous pourrons vraiment partager avec d'autres communes dans notre travail quotidien de sensibilisation, à les aider vraiment à promouvoir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Merci à vous, madame, d'être passée nous entretenir sur ce panel qui se tient le 10 décembre prochain à Dori. Je rappelle que nous étions avec le professeur Mamounata Belem, ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques
et de l'assainissement au Burkina. Merci une fois de plus d'être venu et vous restez avec nous pour le reste du journal. L'innovation sportive des activités du 11 décembre est sans conteste la course de chameaux qui s'est déroulée entre Gorom et Dori. Sur la ligne de départ, une trentaine de chameaux. À l'arrivée, Mohamed Ag Mahamoudou arrive en tête, David Bangba Kafando pour le compte-rendu. Écrire une nouvelle légende pendant les festivités de la fête nationale, c'est l'ambition affichée par ces géants des sables, tous venus de Loudalan et habitués à tutoyer les dunes de sable depuis des siècles. Les phases éliminatoires ont regroupé 30 chameaux et permis de retenir 9 concurrents au départ de la course dotée du prix du 11 décembre sur la petite piste en sable de Soudou Andal, la maison de la connaissance, soit 1500 mètres à parcourir une fois. Au départ de la course, Idrissa Parquet, 4e au dernier Festicham, prend un bon départ. Il négocie bien le premier virage et domine ses concurrents tout au long de la course. Restez extrêmement vigilants. Enfermé à la corde dans le dernier virage, il est dominé par Mohamed Ag Mamoudou, vainqueur du prix du 11 décembre. J'ai été en tout cas très impressionné et puis j'ai compris que le chameau aussi peut être discipliné en fonction donc de son propriétaire. Et je souhaiterais que les choses se passent de la plus belle manière jusqu'à la fin. En réalité, en termes de préparation, il ne s'est pas préparé comme ça. Il est venu parce qu'il a appris qu'il y a la participation de Loudalan à la fête du 11 décembre. Et il a eu confiance en lui-même. Il est venu faisant foi en tout cas au Seigneur et la chance lui a souri. Pour son exploit, Mohamed Ag Mamoudou se taille la part du meilleur chamelier, à savoir 150 000 francs CFA. Et pour être complet dans ce dossier, je vous propose en fin de journal votre magazine En route pour Dori, un programme qui vous fait vivre l'ambiance de la fête, mais surtout rend visible les réalités des régions traversées avant d'arriver à Dori pour la fête nationale. À tout de suite donc avec Marguerite Douagneau. Comme tous les vendredis hier à l'Assemblée nationale, la séance de questions orales a enregistré 7 questions, dont une avec débat. Les sujets évoqués avaient trait à l'éducation, à la problématique de l'eau et à la décentralisation. On fait le point complet avec Sylvain Vebamba. Ce sont 6 questions orales sans débat et une question orale avec débat qui était à l'ordre du jour de la plénière de ce vendredi. Cette question, dont 3 questions adressées au ministre des Enseignements secondaires et supérieurs par les députés Lona Charles Ouattara et Salam Dermain, auteurs de 2 questions, dont une avec débat. Quel est actuellement le niveau d'exécution de cet engagement? Deuxièmement, quel est l'état de mobilisation de ressources financières et humaines pour parachever ce programme? Et troisièmement, cette déconcentration de l'enseignement supérieur tiendra-t-elle compte du développement des pôles de croissance contenus dans la SCAD? Les 14 milliards que le gouvernement nous a donnés à titre exceptionnel, nous avons décidé d'inscrire 700 millions pour la première phase de construction. Et en vérité, le plan qui est fait et le marché qui est attribué, c'est la première phase qui coûte 700 millions. Mais la procédure d'attribution de marché est faite. Parce qu'une université, on ne peut pas, le rez-de-chaussée, on ne peut pas aller faire des cours dedans pendant qu'on construit l'étage. Nous devons construire nos universités et c'est mieux pour tout le monde. Comme ça, comme vous dites, les enfants de tout le monde. Moi-même, en tout cas, j'ai fait l'université de Ouaga. Le collègue Bindi sait très bien. Et en plus de ça, je suis enseignant à l'université de Ouagadougou. J'ai foi à l'université de Ouagadougou et à ses compétences. La première responsable du département en charge de l'eau a été interpellée par 2 questions orales sans débat du député Ousmane Bembamba. Madame la ministre, que comptez-vous prendre comme mesure pour sauvegarder ces aménagements ruraux de production indispensables par ces périodes de changement climatique à la consolidation économique de nos populations vivant en campagne? Peut-on à ce jour, Madame la ministre, avoir le point de la mise en œuvre des résolutions, recommandations et décisions adoptées au cours de cet atelier de sauvegarde du barrage de Ziga? En dépit de son caractère très vital pour les populations,
Force est de constater que d'autres activités jugées très préjudiciables se sont installées autour du barrage et ont même tendance à s'intensifier. Au titre de ces activités, je voudrais citer entre autres l'exploitation agricole de plus en plus croissante sur les berges avec l'usage incontrôlé des pesticides, le prélèvement du sable pour les constructions, la pêche incontrôlée. À tous ces problèmes, il faut aussi noter la proximité d'un site d'orpaillage à une vingtaine de kilomètres du lac qui constitue une menace de pollution à travers l'utilisation des produits chimiques tels que le cyanure et le mercure. Toutes ces activités non autorisées et marquées surtout par des mauvaises pratiques ont des impacts négatifs aussi bien sur la quantité que sur la qualité de l'eau. Les deux autres questions avaient pour auteur les députés Rasmane Ouedraogo et Malakilo Mohamed Diasso, adressées au ministre en charge de l'Éducation nationale et au ministre en charge de l'aménagement du territoire, respectivement sur l'abandon des classes par les élèves pour les sites aurifères et le bilan du transfert de compétences de l'État central aux collectivités locales depuis 2009. L'ONG internationale Africa Femmes Performantes basée aux États-Unis vient de tenir son 6e congrès du 27 novembre au 2 décembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les participants sont venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour cette rencontre qui s'est intéressée au thème de la femme africaine face aux défis de la paix et du développement durable. Le Burkina a pris part à cette rencontre. Le compte-rendu de la participation de nos compatriotes avec Adama Koulibaly. Promouvoir les talents de la femme africaine, tel est le credo de l'ONG internationale Africa Femmes Performantes. Depuis 2007, donc, cette ONG, à travers ses différents congrès, sensibilise les femmes, quelle que soit leur origine socio-professionnelle, à s'outiller pour impacter le développement du continent, à l'image de ce 6e congrès qui se tient à Abidjan, sous le thème « La femme africaine face aux défis de la paix et du développement durable dans la coopération Sud-Sud ». Le 6e congrès à Abidjan, en fait, a été motivé par la crise qui est arrivée en Côte d'Ivoire. On s'est dit que la Côte d'Ivoire était le meilleur pays pour organiser le congrès parce que c'était l'occasion et l'opportunité de parler avec nos sœurs ivoiriennes qui ont été meurtries par la guerre et par ses conséquences, et aussi de soulager certaines. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait des dons aux femmes veuves victimes de guerre. Nous leur avons fait des dons pour les encourager et pour leur témoigner notre amour. Et vraiment, ça leur a fait beaucoup de bien ici en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est présent à ce congrès à travers la Fédération Femmes et Développement, dont la présidente, qui a fait une communication sur le genre et la parité, a été distinguée. Nous avons échangé sur souvent la capacité des femmes, parce que souvent elles se sous-estiment, alors qu'il suffit de revoir notre façon de penser, d'agir, pour vraiment pouvoir aller de l'avant. Il faut que nous apprenions à travailler vraiment avec nos sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Elles ont beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à apprendre de ces femmes-là. Donc il nous appartient de voir comment avoir cette synergie, comment établir ces ponts pour que toutes les femmes se sentent concernées. Les perspectives de cette ONG, créer une institution financière pour aider les femmes dans les projets innovateurs à l'échelle du continent. Comment promouvoir les valeurs de civisme, de citoyenneté et de responsabilité vis-à-vis du patrimoine des affaires publiques? La question taraude le ministère en charge de la jeunesse qui vient d'organiser un atelier à Zignaré pour sensibiliser sur le refus de la corruption. Compte rendu, Evelyne Dabiré. Optimiser l'utilisation des ressources publiques allouées au département de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, c'est l'objectif visé par cette session d'information et de sensibilisation sur la corruption au profit des cadres de ce département. Placée sous le thème « Lutte contre la corruption, comprendre pour mieux agir », cette rencontre s'articulera autour de communications animées par des spécialistes de l'Autorité supérieure de contrôle d'État, de l'Inspection générale des finances et du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Chacun de nous est un potentiel corrupteur, comme il est un potentiel corrompu. Mais il faut s'armer de courage, ne pas dire comme un tel fait, moi je vais faire, mais il faut s'armer de courage, comme je l'ai dit, pour pouvoir s'abstenir, poser des actes qui peuvent compromettre l'atteinte des objectifs de nos projets et programmes. La corruption impacte négativement le développement économique et social des États, force la saine concurrence et fragilise la confiance entre l'administration et les administrés.
Ces propos sont du ministre en charge des questions d'emploi qui estime que le fléau doit constituer un défi majeur au sein des administrations. Quand vous voulez lutter contre un phénomène déjà que vous ne comprenez pas, vous êtes handicapé. Donc il s'agit pour les cadres de vos ministères de rentrer un peu dans le concept, les manifestations de la corruption, et ça permet de les outiller à mieux appréhender le phénomène et à le combattre. Vous savez, c'est un fléau planétaire. Le Burkina n'est pas épargné. Et bien que le gouvernement fasse des efforts, on dispose d'instruments juridiques, on dispose de bonnes structures de contrôle qui fonctionnent. L'ASE vient de produire son rapport, mais il y a toujours des efforts à faire. Malgré les nombreuses mesures prises pour endiguer le fléau, le Burkina Faso occupait en 2011 le 98e rang sur 171 pays évalués en matière de corruption, selon Transparency International, signe que la lutte doit s'intensifier à travers des actions innovantes. Après Zignaré, direction Bobo Dioulasso, où les assises criminelles de la Cour d'appel de la ville viennent de débuter ce 4 décembre. Plusieurs dossiers au rôle, notamment portant sur des détournements de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture. Mouni Baro pour le compte-rendu. Nous sommes au palais de justice de la ville de Sia et voici la toute première session de l'année judiciaire 2013-2014 de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo Dioulasso. Durant cette session, une vingtaine de dossiers de crimes graves vont connaître leur dénouement. Parmi les crimes cités figurent les faux et usage de faux en écriture publique, l'usage frauduleux des sceaux de l'État et le détournement d'engrais et de coton-graines. Avant le début du jugement, la Cour a procédé à la désignation des jurés au nombre de 6, dont 4 titulaires et 2 suppléants. Le premier dossier est ouvert. Il s'agit du cas de détournement d'engrais et de coton-graines d'une valeur de 60 962 000 francs CFA au préjudice de la Sofitex. L'accusé dans cette affaire est Lamine Koné, mais absent du pays. Les faits remontent à la période 1998-2001. L'avocat général prononce une peine de 10 ans d'emprisonnement. Finalement, après délibération, l'accusé est condamné à 1 an de prison ferme et doit payer 10 millions de francs CFA d'amende, 60 962 000 francs CFA à la Sofitex et 10 millions à cette même société pour dommages et intérêts. Ce sont des sessions de jugement de faits qualifiés de crimes par la loi. Donc la peine minimum c'est 5 ans. Donc on le tient régulièrement. Lorsque les dossiers sont en état d'être jugés, donc on programme des exercices criminels, autant à Bobo, mais aussi hors de Bobo, mais dans le ressort de la cour d'appel. Lesquels jugements que l'on voit au niveau des TGI, ici, comme je l'ai dit, il y a des juges professionnels et des juges non professionnels. Ce qu'on appelle les jurés qu'on a désignés dans la salle, qui sont pris au sein de la société. Cette première session de l'année judiciaire qui se tient à Bobo Dioulasso aura pour durer 6 jours. 6 jours au cours desquels les accusés pourront se défendre en compagnie de leurs avocats. Au ministère en charge de l'agriculture, le comité technique interministériel du programme national du secteur rural vient tenir sa première session de l'année 2013. Il est question ici de recadrer l'élaboration du programme et de doter le pays d'un cadre unique de planification en matière de référentiel pour le développement du monde rural. Tout cela fait beaucoup. On essaie de comprendre des détails avec Nathalie Sawadogo. À cette première session 2013 du comité technique interministériel du programme national du secteur rural, les acteurs veulent réviser le programme national du secteur rural pour le rendre conforme à la SCAD. Cette session que nous avons aujourd'hui est une session consacrée à l'examen du PNSR, qui est le programme national du secteur rural, et que le gouvernement a adopté en octobre 2012. Et pour son opérationnalisation, il y a un ensemble d'instances de pilotage et de concertation qui ont été mises en place, dont un comité technique interministériel qui regroupe toutes les structures techniques de l'administration, mais également nos différents partenaires, et notamment les organisations professionnelles agricoles, et la société civile, mais aussi le secteur privé, donc pour nous permettre régulièrement de nous pencher sur l'état d'avancement de l'opérationnalisation de ce programme national du secteur rural. Ils vont examiner la situation du programme national du secteur rural et proposer des orientations pour la suite du processus.
Le comité d'orientation et de pilotage du PNSR attend les résultats de ces travaux. Il prendra les décisions et les engagements qui s'imposent. Et puis, comme promis, je vous propose à présent votre rendez-vous en route pour Dori, un programme qui vous fait vivre l'ambiance de la fête et surtout rend visible les réalités des régions traversées avant d'arriver à Dori pour la fête nationale. C'est Marguerite Douagneau qui se fait le plaisir de nous introduire dans cet univers des régions situées avant le Sahel. Pascal Waïtir King défilé, Ali Matwaïtir King Saoga, Raptata Zabaraboto. On est en train d'aller à Dori. Vous savez ce qu'il y a à Dori? Vous ne savez pas ce qui se prépare à Dori? Bon, c'est à Dori qu'il y aura le 11 décembre. Cette année. Mais là, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà visité le parc animalier de Zignaré? Vous n'êtes jamais arrivé là-bas? C'est où? C'est là-bas. C'est vous, là-bas, vous voulez partir? Vous voulez aller voir quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Avant les animaux sauvages. Créé à l'initiative du président du Faso, le parc animalier de Zignaré présente une diversité d'animaux sauvages d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez tranquillement voir des animaux tels que des hippopotames, des lions ou encore des autruches et même des éléphants. Voici donc pour vous une visite guidée de cette aire protégée située à 35 km de Ouagadougou. Le parc animalier de Zignaré fait la fierté de la commune et c'est le nous fait l'honneur d'une visite guidée. Ici, seul le tourisme de vision est autorisé. Ainsi, nous allons à la découverte de nombreuses espèces animales en semi-liberté. Il s'agit des élans d'Afrique du Sud, des zèbres, des waterloo et plus loin des tortues et des babouins. Une visite assez ordinaire jusqu'à l'étape des carnivores. Là, nous faisons l'expérience d'une rencontre avec un tigre d'Asie, très en colère sans doute de voir sa quiétude troublée par des visiteurs d'un matin ensoleillé. Vous auriez imaginé un peu le scénario, n'eût été le grillage dressé entre nous. Quant aux lions, notre passage les laisse indifférents. Le roi de la jungle ne peut être intimidé par si peu. À ces carnivores s'ajoute une pléiade d'animaux aussi impressionnants les uns que les autres. Des éléphants, des hippopotames, des phacochères, des buffles, des hyènes. Les autruches, les calaos et autres espèces d'oiseaux ne sont pas non plus en reste. Au début, c'était plus riche. Mais je crois qu'avec le temps, là, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts. Donc, ça se régénère automatiquement. Et là-dedans, vous allez voir mâles, femelles, ils font des petits. Mais jusqu'à présent, vous avez vu le tigre, là, il est seul. Au début, ils étaient plus nombreux que ça. Mais avec le temps, là, ça ne fait plus. Le paysage faunique de ce parc offre une grande opportunité touristique, mais aussi financière pour la commune qui l'abrite. Quand vous venez le week-end ici, samedi, dimanche, c'est bondé de touristes, surtout les élèves. Donc il y a une part qui vient au budget communal. Ça fait une ouverture de la commune sur le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que les nationaux seulement qui viennent. Il y a des étrangers, des touristes qui quittent depuis l'Europe pour le parc animalier. Donc ça nous fait une ouverture sur le monde et ensuite ça nous fait des recettes. Pour ce qui concerne les différents tarifs, et les étrangers, c'est 1000 francs, les adultes nationaux, c'est 500, les élèves et étudiants, c'est 300. À un prix aussi bien étudié, les visiteurs peuvent s'offrir en temps voulu le luxe d'un beau spectacle phonique. Mais prendre soin de tous ces animaux sauvages a un coût et les difficultés sont quotidiennes. En effet, nourrir tous ces animaux n'est pas chose aisée. Lui là, il faut un andou, un bœuf. Plus loin, vous allez voir les lions. Et ensuite, il y a beaucoup de liens qui est devant lui aussi, il faut tuer des ânes. C'est l'alimentation et surtout l'eau et l'herbe. Malgré tout, le parc animalier de Zignaré a acquis une notoriété qui a dépassé les frontières du Burkina Faso. Il constitue aujourd'hui un patrimoine national, un temple de découverte pour les visiteurs nationaux et internationaux. Et en quittant Zignaré à 5 km en allant vers Kaya, vous avez
À droite, le village de Kolongese. Là, c'est une pure princesse Mouaga qui y a dressé un sanctuaire à l'honneur de la femme burkinabé en particulier et de la femme africaine en général. Dans ce musée, vous avez la collection de tous les objets appartenant à la femme du Mogo. Voici donc un sanctuaire à découvrir absolument. Elle, c'est la princesse Juliette Congo de la cour royale du Mogo. Son village natal, c'est ici à Kolongese, à quelques encablures de Zignaré. Depuis quelques années, elle s'est donné pour mission de collectionner tous les objets ayant appartenu aux femmes de la cour royale de l'empereur des Mossé. Alors quand vous arrivez dans une famille Mouaga, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on vous donne d'abord l'eau de bienvenue. Et ce canari que vous voyez, c'est le canari de la première épouse du Mogo Naba Koum II. Qui dit femme, dit coquetterie, maquillage, habillement. Des ornements qui sont chez les Mossé, signes de noblesse ou de femmes ordinaires. Pour la spécificité des femmes du Mogo, c'est les bracelets qu'elles portaient. Et voici ces bracelets-là. Elles portaient ceci au niveau de leurs bras et des avant-bras. Et ça, c'est des jambières qu'elles portaient aux pieds. Les jambières, dès qu'elles font un mouvement du pied, vous entendez un son. Et quand il y a des gens sur le sentier, les gens se mettent de côté pour les laisser passer. En fait, c'était un signal pour dire qu'il y a les femmes du chef du village ou les femmes de l'empereur qui sont sur le sentier avec vous. Vous voyez ici, chaque collier a un rôle principal. La femme Mouaga ou la femme de manière générale, ce sont aussi des ustensiles de cuisine, du matériel de couchage, de collecte de transport de l'eau et surtout ces fameux canaris superposés que chaque femme digne de ce nom, au pays Mouaga en tout cas, doit en avoir dans sa case. Ce sont des canaris qui étaient utilisés pour conserver tout ce qui est aliment, tout ce qui est grain, tout ce qui est conservable par la femme pour que le quotidien soit bien. Pour la promotrice, l'élection de ce musée se veut surtout un appel lancé à toutes les femmes du Burkina et même d'Afrique. Le musée de la femme de Kolongese est logé à l'étroitesse dans les bâtiments de la banque culturelle du village. Juliette Congo espère bientôt parvenir à loger tous ces objets dans un cadre adéquat. Et pour cela, elle compte sur les nombreuses bonnes volontés amoureuses de la culture. Avec Alors nous sommes en route pour Dori pour le 11 décembre. Vous serez là-bas? Mais il y a nos partenaires qui seront là-bas. Le cuir à Kaya, c'est une histoire qui remonte aux origines de la chefferie de San Matenga, obtenue à partir de peaux de petits ruminants. Le cuir est travaillé ici pour obtenir des objets sous différentes formes. L'escale de Kaya est ce qu'il vous faut si vous voulez découvrir le cuir sous toutes ses formes. Voici donc Kaya, capitale de l'artisanat au Burkina Faso. C'est avec Karim Patrick Namouane. À Kaya, c'est ici que se sont regroupés des artisans pour travailler la peau, seconde étape dans la chaîne de transformation du cuir, obtenue à partir des peaux de mouton, de chèvre ou de veau. Après le ramollissement, on passe au séchage. Il faut donner à la peau toute sa rigidité pour mieux la découper et lui donner la forme souhaitée. Nous payons le cuir au marché des peaux de Kaya. Ensuite, nous plongeons le cuir dans l'eau pour le rendre tendre. Mais avant, nous l'induisons de beurre de karité. Après le rinçage, nous pouvons lui donner la couleur voulue. Passé cette étape, il faut donner au cuir une couleur. Question d'améliorer son attrait tout en espérant appâter la clientèle à la finition. À l'aide d'instruments élémentaires, ces artisans donnent de la valeur au cuir. C'est presque un travail individuel car chacun fabrique soit un sac, soit des sandales, soit une ceinture en fonction des grosses commandes ou des besoins de petits clients. Campo Aruna et ses pairs vivent décemment de leur travail, mais comme toute profession, les difficultés ne manquent pas.
Nous voulons des instruments de travail. Nous souhaitons obtenir un appui financier pour acquérir la matière première de bonne qualité. Ainsi, nous avons une plus-value de nos œuvres. Les œuvres fabriquées par les artisans atterrissent principalement au marché de Kaya dans cet espace réservé au cuir et à ses produits dérivés. Voici le mentor des vendeurs des articles confectionnés à partir du cuir. Ce septuagénaire doit son surnom à la peau. On l'appelle Gong Naba, chef des peaux littéralement traduit. À Kaya, le travail du cuir revêt une origine ancestrale. Le travail du cuir à Kaya a commencé du règne de Naba Yende. Pour occuper les princes et les éloigner des rivalités, il a suggéré à ses frères et ses cousins de travailler le cuir pour avoir de quoi se nourrir en attendant leur tour de règne. Les étagères sont achalandées d'œuvres diverses. Le cuir en est le dénominateur commun. Les prix varient en fonction des articles, de leur qualité et de leur finition. Pour un sac, il faut débourser en moyenne 20 000 francs CFA. Pour les chaussures, 1 500 à 6 000 francs CFA. Et pour les coffrets à bijoux, il faut 2 500 francs et plus. La vente, jadis une histoire de princes et d'hommes, est devenue une affaire de roturiers et de femmes. Je suis là pour aider mon époux à vendre les articles. 40 hommes et femmes vendent ici le cuir et ses produits dérivés. Ils scrutent à longueur de journée le moindre intérêt des acheteurs qui se font de plus en plus rares. Mais pour autant, le travail du cuir à Kaya n'est pas près de s'arrêter. C'est ça qu'on pile pour mettre dans les brochettes là. Alors, donc, mon ami, est-ce que les brochettes de Kaya seront à Dori pour le 11 décembre? Ah, on a aussi un qui était malotien. Ah bon? Donc, les brochettes de Kaya seront à Dori. Elles ont contribué à la renommée de la ville de Kaya. Dites à un Ouagalais que vous allez à Kaya et il vous dira n'oublie pas de me ramener les brochettes de Kaya. Vous l'aurez compris, je vous invite donc à aller à la découverte de ce qui est emprisé ici par les habitants mais également par les voyageurs en transit à Kaya. Les brochettes de Kaya en route pour Dori, c'est un reportage que nous propose Karim Patrick Namouano. Les brochettes à Kaya sont comme des chitoumous ou chenilles de karité à Bobo Dioulasso. Elles sont presque devenues l'une des identités du chef-lieu de la province du San Mantenga. Adama Ouedraogo d'Inani grille des brochettes depuis son enfance. Ici, c'est un métier qui se transmet de père en fils. Nous avons hérité la grillade de brochettes de nos parents. Au regard des avantages et des bénéfices, nous avons continué en y intégrant nos frères. La recette est toute simple. Il faut de la viande de bœuf, de mouton ou de chèvre, découpée en petites tranches, de l'huile, mais surtout des tourteaux d'arachide ou kura-kura en langue morée. C'est d'ailleurs ce qui contribue à l'assaisonnement des brochettes. À Ouaga, les gens commandent. Souvent, j'ai des amis qui viennent, des visiteurs qui viennent nous rendre visite. Comme c'est à côté, on paye pour eux. Et comme le goût aussi est bon, et puis l'hygiène aussi. Souvent, quand ils rentrent, il y a des gens qui commandent même pour des manifestations, des baptêmes, des mariages. Ils disent que on ne va pas faire de brochettes, on compte sur les brochettes de Kaya. Donc je paye, j'emballe et puis je mets dans une petite glacière et j'envoie pour eux. 10 francs à l'origine, les prix ont évolué pour passer de 25 à 50 francs CFA. La vente de brochettes nourrit bien son homme et c'est une affaire de famille. Ici, ce sont 14 frères, hormis leurs épouses, qui y tirent l'essentiel de leurs revenus. Selon des confidences, certains vendeurs s'en tirent journalièrement avec une recette de 100 000 francs CFA. Grâce aux bénéfices, nous avons scolarisé nos enfants et nous pourvoyons aux besoins de nos familles.
Mais avec la cherté de la vie et l'augmentation du coût des animaux, certains vendeurs n'excluent pas de revoir à la hausse le prix de vente des brochettes. La viande coûte cher, donc nous envisageons de passer de 50 à 100 francs CFA la brochette. Avec une augmentation ou pas, ceux qui en raffolent trouveront toujours moyen de s'en procurer. En route pour Dori, on marque une autre pause ici et on se retrouve demain pour finir ce voyage en beauté. À demain. Merci à Marguerite Douagneau et à demain pour d'autres aventures humaines sur la route des Dori. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.